Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, les fêtes de fin d'année pourraient bien subir le coup du coronavirus. Des mesures restrictives sont en phase d'étude entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Selon le conseiller technique du ministre de la Santé, Saliou Faïdaf, que vous entendrez dans cette édition. La journée du volontariat célébrée ce 5 décembre, les Sénégalais en ont-ils le sens? Une rencontre dans ce journal nous en édifie. Nous célébrons également ce 5 décembre la disparition de Nelson Mandela, une occasion pour Mamadou Ibra Kane de révéler 30 ans de secret d'État. Le journaliste et directeur général de E-Média nous livre ses premières feuilles. Transformation des petits pélagiques en farine quand le poisson du riche dévore celui du pauvre. C'est une du quotidien national Le Soleil réalisé par Oumar Kandé et notre article de la semaine. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Pape Bouba Diop repose désormais au cimetière de Dangou. C'est une foule immense qui a accompagné le premier buteur sénégalais à une Coupe du Monde à sa dernière demeure. L'émotion était visible chez les populations qui ont tenu à rendre un dernier hommage à Pape Bouba Diop. Rufisque a accompagné Pape Bouba Diop à sa dernière demeure. Après la prière mortuaire au terrain de basket des HLM, une foule immense a traversé les quartiers qui mènent au cimetière à pied pour permettre à la population de rendre un dernier hommage à Pape Bouba Diop. Beaucoup de satisfaction parce que là, quand vous voyez toute cette population qui est venue accompagner Pape Bouba dans sa dernière demeure, nous pouvons dire Alhamdulillah. Et nous pensons que le bon Dieu va l'accueillir dans son paradis céleste, Inch'Allah. Pape Bouba Diop doit être un exemple pour toute la jeunesse du pays. Je pense que l'affluence que nous avons notée ce jour témoigne, n'est-ce pas, des égards que Pape Bouba a eus à l'endroit de toutes les couches, j'allais dire, religieux, administratifs, politiques, mais aussi sportifs. Donc pour dire que Pape Bouba était un homme multidimensionnel, et je pense qu'il est parti, mais il laisse derrière lui pas mal de leçons pour la jeunesse en termes de sociabilité, en termes de bravoure, en termes de leadership. Et je pense que c'est ça qu'il faudra retenir. L'esprit de groupe et la persévérance sont les qualités que ce Rufisquois retient de Pape Bouba. Je vais remonter jusqu'en 1995. 95, l'AS Ndefane, où jouait Bouba, joue la finale Navetan contre l'AS Guisselan. Bouba Diop n'est pas convoqué. Il n'est pas sur la liste des 6. Nonobstant, bon, il se montre un vrai supporter. Il est venu au stade avec des bandeaux vert-blanc au poignet, bon, pour supporter ses partenaires, pour supporter son équipe à aller vers la victoire. Bon, ça, c'est quelque chose de grand, quoi. Ça veut dire un homme à la disposition d'un groupe. Pape Bouba Diop repose désormais auprès de sa mère au cimetière de Dango. Le mois de décembre est certes un mois de fête, mais restons chez nous. Ces propos sont du conseiller technique du ministre de la Santé, Saliou Faïda, fait savoir qu'une stratégie est d'ailleurs en train d'être mise en œuvre par le ministre de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Le respect des mesures barrières est en perpétuelle surveillance par les forces de l'ordre, notamment sur la corniche. Saliou Faïda est interrogé par Abdourahman Li. Oui, depuis que le chef de l'État aussi a parlé de cette deuxième vague qui serait insupportable pour ce pays, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, avec son homologue du ministre de l'Intérieur, ont déjà posé des actes. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que ce matin, un ami m'a envoyé un message pour me dire que la police est en train de se positionner sur la corniche et même à interdire les véhicules de se garer au niveau de la corniche. C'est pourquoi. C'est-à-dire qu'on doit veiller à la sécurité des populations. On doit veiller à la santé des populations. Et qu'à l'époque, nous avions eu 2 ou 3 cas par jour. Aujourd'hui, nous sommes presque à 300 et quelques personnes sous traitement. Donc il se passe quelque chose. Maintenant, cette quelque chose-là, nous, Sénégalais, nous devons être ensemble vers une coalition nationale. Essayer de porter nos masques, de respecter les mesures barrières,
de se laver les mains, mais aussi d'éviter les rassemblements. Vous savez, s'il y a relâchement, il y a problème. S'il y a confinement, il y a problème sur l'économie. Donc c'est pour cela qu'il faut essayer d'alterner, d'essayer de voir comment faire pour aller au travail dans le plus grand respect des mesures barrières, mais aussi d'éviter les rassemblements, d'éviter ces grands baptêmes, ces grands mariages. Les gens ont presque retourné dans ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc c'est de cela qu'on parle. Avant de fêter, il faut être en bonne santé. On peut fêter à la maison, on peut fêter avec ses enfants, on peut fêter à huis clos chez lui. Mais sortir, être 3000 personnes dans la rue et le lendemain avoir 2000 malades, ce n'est pas juste. Il faut que les gens se ressaisissent et se disent la vérité aussi. Et parlant toujours du coronavirus, 100 nouveaux cas sont revenus positifs sur un total de 1224 tests effectués. Un décès enregistré, 8 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation et 24 autres déclarés guéris. Santé, toujours, le poste de santé de Apexi 1 a reçu une chaise dentaire et un appareil d'échographie de la part du ministère de la Santé, un don qui participe à l'effort des populations qui ont mis sur pied ce poste en 2013. Abdourahman Li, compte rendu. Ce poste de santé est le fruit d'une participation citoyenne des populations résidentes et riveraines d'Apexi 1. Une des priorités de la zone, satisfaite en 2013, mais le poste de santé a aujourd'hui ses propres priorités. À côté de la maternité en cours de construction, la structure souffre d'un déficit de matériel de santé. Le ministère de la Santé vient en appoint avec le don d'un appareil échographie et d'une chaise dentaire. Vous savez que le poste de santé, c'est un poste de santé de proximité. Et ça va nous aider, donc pour nos mamans, les femmes enceintes, de pouvoir faire des échographies ici au niveau du poste de santé, mais à des coûts moindres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus faire ce don-là pour les accompagner et les assister. Un geste salué par le personnel qui continue de faire savoir un chapelet de problèmes. Des problèmes comme ceux liés au paiement de la facture d'électricité ou de l'eau. Ils s'attendent à une subvention au mois. Nous avons des problèmes de trésorerie souvent, parce que c'est nous qui payons les factures d'électricité et d'eau. Les ASC, c'est les agents communautaires, on les prend en charge malgré nos pauvres moyens. Le problème de gardiennage, les femmes de ménage, etc. On est obligé avec nos faibles moyens de les payer. Mais si on pouvait avoir ça de l'État ou de la mairie, ça pourrait vraiment un niveau d'oxygène, quoi. Des doléances qui seront transmises à la tutelle, rassure Niambe Diop, représentant du ministre de la Santé. Et ça, c'est au maire de Yoff qu'ils ont fait ces doléances-là. Et le maire de Yoff est quelqu'un qui pense à sa population, qui accompagne, qui soutient toujours sa population. Et je sais que dès mon retour, je lui transmettrai ce message et je sais que ce sera favorable. Inch'Allah, le maire va les accompagner. Des Sénégalais conscients des priorités du moment qui se cotisent pour les réaliser, ils espèrent tout de même un appui de l'État. Le préfet de Goudiri fait la promotion de l'huile de baobab dans son département à travers Experna, exportation des ressources naturelles et agricoles de Goudiri. Selon Amadou Koumandiaï, les activités liées à l'exploitation de ce produit participent à l'épanouissement des femmes et des jeunes. C'est pourquoi il appelle les autorités à moderniser le secteur. Il est interrogé par Adam Assar. C'est en tout cas un produit tiré du baobab, je veux nommer l'huile de baobab, qui est aujourd'hui dans notre département, qui a été véritablement labellisée, parce que nous avons une structure qu'on appelle Expernon, qui a bien voulu s'investir dans ce domaine, et qu'aujourd'hui, véritablement, nous sommes en train de faire une production qui répond aux normes, je risque même de dire aux normes européenne par rapport à la production. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, si ces initiatives qui sont en train d'être développées dans le cadre de la production de l'huile de baobab, si on accompagne en fait les différentes dynamiques dans ce sens,
je pense que nous pourrons faire de Goudiri un département qui aura pour trait de marque la production de l'huile de baobab. Et nous savons aujourd'hui son importance, ici bien au Sénégal, mais aussi à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que c'est plus les femmes et les jeunes qui s'intéressent à cette production. Donc ce qui fait que ça peut quand même permettre de fidéliser nos jeunes, parce que nous sommes dans un contexte où la migration est en train quand même, l'immigration irrégulière, clandestine est en train de faire des ravages quand même. Et la campagne nationale de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial se poursuit. Après la zone sud, c'est au tour de la zone est avec la région de Tambacounda, considérée comme la région la plus vaste du Sénégal. Tambacounda dispose de plusieurs potentialités. Un compte rendu de Adamassar. De par sa position géographique, la région de Tambacounda attend beaucoup du PNADT. Cette partie orientale du pays dispose d'énormes potentialités. En effet, avec ce plan, la région va retrouver la vocation de ce terroir. Si nous considérons nos 4 atouts, que sont d'abord les vastes étendues de la région, notre parc national, le Nyokolokoba, notre potentiel en termes d'élevage et enfin nos ressources minières, la région va retrouver ses vocations primordiales de départ. Avec une agriculture qui va se moderniser et qui va s'intensifier autour de la banane, du fognon et de la 3e céréale aujourd'hui que constitue naturellement l'arachide. Le maire de Tambacounda salue l'initiative. Mambalalo plaide pour l'élargissement de l'assiette foncière de la ville. Nous avons fait le choix d'évoquer spécifiquement les métropoles d'équilibre, car dans le nouveau plan d'aménagement territorial, notre Tambacounda est érigé en métropole d'équilibre. Selon le projet de loi 27-2020, une métropole d'équilibre est une aire urbaine capable d'influencer la configuration du système urbain national compte tenu de son statut administratif et de sa position géographique, de potentialité économique et de son poids démographique. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires se veut clair. Dans cette zone, tout projet initié devrait être en conformité avec le PNADT. Qu'à partir de maintenant, aucun projet ne pourra se développer, aucun projet ne pourra être mis en œuvre s'il n'est pas en adéquation avec le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Cela veut dire ici dans la région de Tambacounda, quand quelqu'un vient avec un projet, même si c'est un projet de l'État, le représentant de l'État au niveau régional, c'est le gouverneur ici présent, doit veiller à ce que ce qui est en train d'être fait ici dans la région soit conforme au plan national d'aménagement et de développement du territoire. La région de Tambacounda constitue la plus vaste région du Sénégal. Sa superficie est de 42 630 km², soit 21,6% du territoire. Emploie une lueur d'espoir à Goudomp. Une usine de transformation de produits locaux devrait sortir de terre bientôt dans le département. Goudomp, longtemps privé d'investissements capables de résorber le chômage des jeunes, sort peu à peu la tête de l'eau grâce à la culture entrepreneuriale adoptée par les jeunes de la localité. Seydou Diatta, reportage. Voici le site qui va abriter la toute première usine de transformation des fruits et produits locaux dans la région de Sédhiou, particulièrement le département de Goudomp.
Financée à hauteur de 130 millions de nos francs, l'infrastructure doit sortir de terre dans quelques semaines et livrer sa première production dans 3 mois sous le label de Casadelis avec à la clé plusieurs dizaines d'emplois. Nous sommes là pour montrer de la voie, nous sommes là pour inspirer, nous sommes là pour montrer du doigt ce que peut être le développement. Aujourd'hui, je suis le visage, mais c'est un projet communautaire. C'est un projet de Bakonding, mais pas que. C'est un projet du Balantakunda, c'est un projet du Sénégal tout entier. Je me réjouis de l'adhésion que les gens font autour de ce projet. La réalisation de ce projet rendue possible grâce à la conjugaison des efforts entre l'ADER, la Banque agricole, mais surtout l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, traduit la volonté d'éradiquer le paradoxe dans une zone potentiellement riche, mais surtout indiquer la voie aux jeunes en leur incitant à adopter la culture entrepreneuriale. Sur la base du travail qu'on avait fait ces 10 dernières années, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a essayé de voir comment accompagner ces initiatives. Le gouvernement de l'Allemagne a mis à notre disposition des ressources pour pouvoir soutenir des initiatives comme ça qui peuvent être des modèles. Nous cherchons aujourd'hui au niveau de l'ONUDI 1000 moulins pour pouvoir créer autant d'emplois, parce que la finalité c'est ça. Nous avons une chance en Afrique, c'est d'avoir une population qui est assez jeune. Il faudrait que nous, au Sénégal, nous puissions compter sur cette jeunesse. Si vous voyez cet espace qui est labouré, nous allons en faire un modèle, en collaboration avec la CEDAP. Nous allons faire de la pomme de terre ici. C'est quelque chose qui est très rarement cultivé en Casamance. Nous allons montrer aux gens que c'est possible. Avec le temps, on réussira à introduire une nouvelle culture génératrice de revenus. Moulay, il part du jus de cajou, il est sur la patate douce, il va engager la pomme de terre, peut-être il va faire autre chose. Nous, notre programme là, travaille sur l'innovation. Essayez de voir des choses qui, a priori, ne sont pas évidentes, mais que nous pensons réellement qu'il y a des gens qui sont prêts à le porter pour pouvoir le réussir. Et à partir de ce moment-là, nous mobilisons des ressources. Pendant longtemps, cette partie sud du pays, tristement célèbre à cause du conflit casamançais, a toujours éprouvé des difficultés d'accès au financement et constaté la raréfaction des investisseurs. Un cercle vicieux en passe d'être brisé grâce au courage d'entreprendre et la volonté de financer les projets. Et le 5 décembre 2013, nous quittait Nelson Mandela, le président sud-africain et symbole du combat contre l'apartheid. Aujourd'hui, 7 ans après son décès, le journaliste et directeur du groupe E-Media Mamadou Ibra Kane révèle un grand secret d'État de 30 ans, un secret à lire dans son livre intitulé « Le Sénégal et Mandela, grand secret ». L'auteur restitue pas à pas le cheminement de la relation entre le Sénégal et la nation arc-en-ciel. Alors, ce livre, Le Sénégal et Mandela, le grand secret, The Great Secret en anglais, parce que c'est un livre en version française et en version anglaise, revisite un peu l'histoire de la relation, très forte d'ailleurs, on semble l'oublier, entre le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, pays francophone, et Nelson Mandela, mais aussi l'ANC de l'Afrique du Sud, pays anglophone. Le Sénégal s'était beaucoup engagé dans la lutte contre l'apartheid. Abdou Diouf, qui est très économe, très avare en paroles, livre un grand secret, un secret d'État vieux d'une trentaine d'années. C'est parti d'abord d'un secret qu'une haute personnalité m'a confié et j'ai essayé au fil du temps, sans précipitation, de faire les recoupements jusqu'à arriver au président Abdou Diouf qui a accepté de me recevoir et qui a répondu à ma question. Moi-même, j'ai été
quelque peu surpris, mais je pense que le président Abdou Diouf a bien mesuré aussi l'importance de ce geste qui avait été fait, mais il faut dire 30 ans après, c'est un secret d'État, c'est clair, mais qui date quand même. Je pense qu'il y a de ces secrets, c'est vrai, dans tous les pays du monde qui ne sont pas révélés tout de suite, ni 10 ans, ni 20 ans après, mais c'est 30 ans, c'est 50 ans, ou même c'est 100 ans. Et je pense que c'est également un aspect aussi, et je le dis dans le livre, de l'usage des fonds politiques. Quel usage doit-on faire des fonds politiques? Le reste, c'est des détails qu'il faudra découvrir en lisant ce petit livre, vraiment, pas beaucoup de pages. C'est presque un article de presse qu'on peut lire d'un trait, en français et en anglais. Landing Savané réitère son appartenance à vie à la gauche et pense que le troisième mandat ne devrait plus exister. Propos tenus lors d'une réunion du bureau politique de Andjef PADS se réunit ce matin pour aborder les questions de l'heure, un compte rendu de Boubacar Dia. Agir pour ne pas disparaître, voilà le mot d'ordre lancé par Landing Savané à ses compagnons de la gauche. Pour le leader d'Andjef PADS, il est temps d'agir pour ne pas être éjecté de la scène politique sénégalaise. Landing Savané n'a pas omis de réaffirmer son ancrage dans la gauche. Je constate ce qui se passe et je constate que la gauche vraiment ne tire pas vraiment le bénéfice qu'on devrait espérer de son poids et de son action dans ce pays. Et c'est à la gauche de le constater aussi et de prendre les mesures qui conviennent pour lui permettre de se relancer. Et pour ça, il faudrait qu'elle puisse elle aussi s'unir. On constate que les partis libéraux sont en train de vouloir se réunir. Les partis de gauche ont encore plus de raisons d'essayer de voir comment se retrouver et se renforcer. Je n'ai jamais été libéral et je ne le serai jamais. Ne rien vous cacher, je n'y crois pas. La question du nombre de mandats a refait surface durant ces échanges, mais pour Landing Savané, 2 mandats suffisent largement. Les révisions constitutionnelles qui facilitent des remises en question de la comptabilité des mandats, ça c'est des tours politiques de politiciens qui sont compliqués, difficiles à anticiper. Qu'est-ce qui va se passer ici et là? Je ne peux pas vous le dire très franchement, mais notre position de principe est que 2 mandats vraiment, c'est ça qui doit être la tendance, qui doit être ce qu'il faut faire dans nos différents pays pour la stabilité des pays, pour le renforcement de la démocratie et pour que vraiment l'Afrique accède à la modernité. Concernant la gestion de la COVID-19, le secrétaire général de Andjef PADS donne une bonne note aux autorités sanitaires. Néanmoins, pour Landing Savané, il faut davantage renforcer la sensibilisation. Rien ne se perd, tout se transforme, une maxime qui marche très bien chez les ferrailleurs, principaux bénéficiaires des travaux du BRT. Ils parcourent les chantiers déjà démolis pour extraire le fer des blocs de béton. Une dure labeur, mais quand même assez juteuse. Naïssé Naboubabou s'est rendu à la cité millionnaire de Grand Yoff. Reportage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Si la démolition de certains bâtiments, à cause des travaux du BRT, n'arrange pas certains, les ferrailleurs, eux, y trouvent leur compte. Partout où ils passent pour démolir, nous passons également pour récupérer la ferraille que nous revendons dans le marché. C'est ça notre métier. Dans cet espace à découvert, entouré de chantiers et de montagnes de gravats, Ibrahima, 31 ans, s'attelle à sa tâche quotidienne. Sur les lieux de 7h à 20h, ce jeune homme nous apprend qu'il revend le fer à des Indiens
moyennant une somme allant jusqu'à 150 francs le kilo. Nous le vendons aux Indiens pour la plupart. Le kilo à 100 francs, 125 ou 150 francs. Si tu as 100 kilos, tu te retrouves facilement avec 10 000 francs. De quoi t'en sortir pendant 2 ou 3 jours. Quant à Mamcher Djoum, également collecteur de fer, il déplore la réaction des policiers. Selon lui, des patrouilles leur interdisent parfois l'accès au chantier. Nous ne voulons pas autre chose que travailler, mais parfois ils nous interdisent de toucher la ferraille. Or, ils n'en ont pas besoin, eux, alors que nous en avons besoin pour aider nos parents. À l'image de Mamcher, Mortal rencontre les mêmes difficultés. Il nous confie qu'il arrive que le fer leur soit vendu par les personnes qui sont en charge de la démolition des chantiers. Le problème est que parfois, il y a des personnes qui veulent en profiter et qui nous demandent de donner de l'argent, 5 000 ou 10 000 francs, avant de prendre la ferraille. Même s'ils profitent de la démolition de certains bâtiments, ces ferrailleurs espèrent trouver un travail moins éprouvant. En attendant, ils gagnent leur pain au péril de leur santé. Autre chose, la journée internationale du volontariat, c'est aujourd'hui. Ce concept intéresse-t-il les Sénégalais? Oui, sans doute si on se fie à la démarche de Mamadou Diakhaté ou Junior. Il est dans le volontariat depuis 10 ans maintenant. Lui et ses 175 autres associés. Son portrait est dressé par Abdourahmane Di. De père militaire, ce dernier lui a inculqué le sens du patriotisme. Ce patriotisme qui, dit-il, lui interdit de bouger lorsque l'hymne national retentit. Un patriotisme qui lui permet également de réaliser de grandes choses sans attendre rien en retour de qui que ce soit. Il y a bien longtemps, à peu près 10 ans, nous nous sommes engagés dans la citoyenneté active et dans le bénévolat. Nous avons été dans la préservation de l'environnement et nous y sommes toujours comme initiateurs du Clean Up Challenge, qui est un projet qui a été repris par l'État du Sénégal. Nous sommes aussi dans le social, nous sommes aussi dans la réinsertion des enfants, nous sommes aussi dans l'éducation. Et dans notre volet éducation, nous avons entrepris il y a quelques mois la réfection d'écoles. Il en est avec son équipe à sa 15e école réfectionnée. Des salles de classe aux toilettes, rien n'a été laissé en rade. Le 16e établissement, le lycée Lamine Gueye, qui va bénéficier en fin d'année d'une cantine scolaire et d'un réfectoire. Le proviseur s'en réjouit. Nous saluons quand même la promptitude de leur réaction, mais également l'esprit bénévole qui les anime. Je dirais un esprit citoyen et un esprit patriotique. Ils sont là depuis lors, ils se sont appropriés de ce projet. Ils ont lancé une collecte, une cagnotte, et c'est à partir de cette collecte qu'ils réalisent petit à petit le projet. À la base de ces initiatives citoyennes, 176 membres, tous des volontaires, des initiatives comme le Clean Up Challenge, une initiative qui a inspiré Cleaning Day du chef de l'État. On avait un projet qu'on a lancé il y a 2 ans dénommé Clean Up Challenge, qui devait pousser les Sénégalais à nettoyer chez soi de manière périodique, mais tout en poussant aussi la population à préserver et à valoriser les déchets que nous produisons. Le ministre, qui n'était pas encore ministre de l'urbanisme, était présent. Donc 4 jours après, il fut ministre. Il est venu nous voir, on lui a expliqué ce qu'on voulait faire avec le Clean Up Challenge. À notre grande surprise, on s'est retrouvé un jour devant la télé et on a vu en janvier le président de la République lancer le Cleaning Day, qui est une parfaite copie du Clean Up Challenge, qui était un projet, ou bien qui est toujours un projet, qui doit pousser tout Sénégalais à être amoureux de son environnement direct. Donc c'est malheureux, aujourd'hui le Cleaning Day ne se fait plus. Plus personne ne sort les premiers samedis du mois pour balayer, mais nous continuons. Tout en précisant qu'il n'en a pas fait la demande, Mamadou encore Junior révèle qu'en aucun moment l'État ne leur est venu en aide dans leurs initiatives. Des initiatives qu'ils parviennent à mettre en œuvre grâce à la participation symbolique des citoyens. Le seul moyen qu'on a, c'est la communauté.
Les projets comme ça, c'est la communauté qui finance. Donc nous lançons une cagnotte sur Internet et nous demandons aux gens de participer à hauteur de 100 francs. Donc moi, j'ai 27 000 amis sur Twitter par exemple, 5 000 sur Facebook, 2 000 sur Instagram. Si chacun me donne 100 francs, c'est 2 millions et poussière. Donc avec ces 2 millions, on soulage des écoles et on essaie de sécuriser nos enfants. Tout a commencé en classe. En classe, oui, car Diakhaté est également professeur en géographie. L'environnement de l'établissement dans un état d'insalubrité très avancé, le déclic. Ce jour-là, j'ai arrêté le cours et je suis allé nettoyer les alentours de mon école. Une fois chez moi à 13h, j'ai beaucoup réfléchi sur l'impact que j'ai eu en quelques minutes sur mon environnement direct, sans attendre personne. Donc je me suis dit depuis ce jour-là que je ne vais plus m'arrêter, que je vais chaque jour essayer de faire quelque chose et d'impacter de manière positive sur la vie de mon entourage. Il est parvenu à enrôler près de 176 personnes, toutes bénévoles. Elles n'attendent rien de l'État. Ce qui leur importe, ce qu'elles peuvent faire pour leur pays. Avec ces bénévoles, on arrive à vraiment cheminer ensemble. Et on est aujourd'hui en train de montrer l'exemple à cette jeunesse qui ne doit plus attendre l'État. Parce que pour moi, l'État a beaucoup fait pour nous, même si l'État ne peut pas tout faire. Moi, j'ai vu le jour dans un hôpital public, je suis allé dans une école élémentaire publique, je me soigne dans des infrastructures publiques. Aujourd'hui, je rends à cet État ce que l'État m'a donné. Donc, de la manière la plus simple, c'est d'avoir des petits projets qui impactent. Avec le peu qu'on a, on fait des choses énormes. L'engagement communautaire avec comme source de motivation le patriotisme. Voilà ce vers quoi Junior Diakhaté invite la jeunesse. Il ajoute que le développement d'un pays ne peut se faire sans le patriotisme, mais non plus sans l'implication de sa jeunesse. Transformation des petits pélagiques en farine quand le poisson du riche dévore celui du pauvre. Le titre a fait la une du quotidien Le Soleil cette semaine. Un dossier réalisé par nos confrères de l'Astre de Anne dans un contexte marqué par la polémique sur les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. L'auteur Oumar Kandé s'est entretenu avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall et c'est dans votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine. Regardez. Un tour au quai de pêche de Hann a permis à mon confrère du quotidien national Le Soleil de constater que le petit pélagique se fait vraiment rare. Au moment où le débat sur les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal fait rage. Ce que je veux dire dans ce titre, c'est que on constate de plus en plus avec l'installation des usines de fabrique de farine de poisson qu'on utilise les petits pélagiques qui sont quand même communément appelés les yaboy, voilà, pour faire allusion un peu aux poissons du pauvre. Mais ces petits pélagiques sont utilisés comme matière première pour la fabrication de farine de poisson. Et cette farine est utilisée pour alimenter ou bien nourrir les poissons qui sont élevés dans le cadre de l'aquaculture. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre. Le moment aussi est intéressant quand même. Moi, il y a même une idée, peut-être c'est pas dans le dossier parce qu'on en parlé plusieurs fois dans Le Soleil, mais aussi dans d'autres rédactions. J'ai constaté là-bas en parlant avec des pêcheurs, des mareyeurs. Moi j'ai eu un moment, j'ai eu même peur de l'avenir, pour l'avenir de ces jeunes pêcheurs et autres. Parce que ils te disent qu'avec les accords de l'Union européenne, il n'y a plus rien dans nos côtes. Les mers sont, la mer n'a plus de poissons, les pêcheurs peuvent dépenser par exemple 400 000 pour aller en mer, mais quand ils reviennent, ils ont même des difficultés pour avoir ces 400 000. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre. Ils vont en mer, ils ne trouvent rien. Donc c'est un problème.
L'implantation d'usines de farine de poisson au Sénégal ne dérange guère les marailleurs. Ils se frottent bien les mains. C'est un business, c'est un business. C'est vrai que les marailleurs se frottent les mains. Pendant ce moment, les femmes transformatrices de poissons ont de plus en plus de difficultés d'accéder à cette ressource. Bon, mais les marailleurs qu'on a interrogés, eux, ils défendent le projet. Ils défendent ces usines, ces industries, parce que ces industries font leur affaire. Voilà, parce que ces industries achètent des quantités très importantes, des tonnes. Voilà, c'est des commandes de tonnes. Et voilà, et pratiquement le prix du kilogramme de petits pélagiques tourne autour de 3500, 4500. Ça peut aller même jusqu'à 5000. Donc voilà, ça fait leur affaire, quoi. Ils y trouvent vraiment leur compte. Et c'est un business florissant, même si c'est quand même, voilà, ça crée des difficultés pour les femmes transformatrices de poissons qui ont de moins en moins accès à ces ressources, mais aussi pour les ménages qui sont démunis, parce que voilà, on a constaté aussi que le prix du petit pélagique, notamment communément appelé yaboy, voilà, augmente, quoi. Des fois même dans les marchés pour trouver ce petit pélagique, il y a des difficultés. Je pense qu'il faudra faire l'état des lieux à un moment donné, hein, pour éviter quand même que les mers ne soient notre océan ou bien voilà, les côtes sénégalaises soient dépourvues de poissons, ce qui constitue un risque avec l'émigration clandestine. Une ressource considérée comme le principal apport en protéines pour les Sénégalais. Et concernant les agréments, la direction des industries de transformation de la pêche a l'obligation de veiller au respect des normes. L'idée même du reportage, du dossier est partie d'une rencontre que le PRCM avait organisée. Le PRCM, c'est le partenariat régional pour la conservation côtière et marine, voilà, en Afrique de l'Ouest, quoi. Bon, ils avaient organisé une séance d'information en invitant des spécialistes, des journalistes, même des marailleurs. Voilà, lors de cette rencontre, il a été dit que voilà, il y a un problème de gouvernance du petit pélagique. Voilà, les gens ont parlé des usines de fabrique de farine de poisson, voilà, qui sont en train de vraiment de mettre la main sur la ressource au détriment des populations. Les spécialistes ont attiré l'attention des autorités que l'implantation des usines de fabrication de farine de poisson, voilà, est de plus en plus, voilà, effective au Sénégal. Et il y a ces problèmes qui ont été évoqués. Certains même ont préconisé l'arrêt vraiment de l'implantation de ces usines. C'est-à-dire les usines qui sont déjà là, entre Diamniadio, Kayar, on a dit Joal et même jusqu'à Gagna et Saint-Louis. Bon, on ne peut plus rien contre elles, parce qu'elles ont des agréments. Mais voilà, dès qu'on préconisé qu'on arrête, bien qu'on suspende l'octroi de permis d'installation pour ces industries. Un docteur en génie littoral a même révélé que 1,3 million de tonnes de pélagique est capturé en Afrique de l'Ouest par an, dont 28% au Sénégal. On dit que le potentiel de petits pélagiques en Afrique de l'Ouest, c'est 2,2 millions de tonnes chaque année, quoi. C'est-à-dire chaque année dans nos mers, nos océans, il y a 2,2 millions de tonnes de petits pélagiques. Mais 1,3 million, c'est la quantité capturée, quoi. Voilà, capturée par les pêcheurs, quoi, en Afrique de l'Ouest. Et 28% de cette quantité est capturée par le Sénégal, quoi. Parce que le Sénégal, c'est quand même un pays intéressant, important quand même en ce qui concerne la pêche traditionnelle, quoi. On a pratiquement 600 000 Sénégalais qui s'activent autour de la pêche traditionnelle. Voilà. Et le petit pélagique, c'est une économie estimée à 100 milliards de francs CFA annuellement, quoi. Donc le Sénégal est un marché intéressant. La rareté du petit pélagique est très redoutée par des experts. Ces spécialistes sonnent l'alerte et interpellent les autorités. Fin de ce journal, mais l'information continue sur www.emedia.sn à 21h. Boubacar Diallo vous invite tous à la télé en compagnie de Momodia. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous dis à demain pour un autre 1945.